Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Et dans l'actualité de la région, on parle maintenant de tourisme et d'histoire puisque la région en est forcément chargée. Qu'elle soit ancienne ou récente, des témoignages du passé sont nombreux par chez nous. Parmi les récents témoignages, on connaît par exemple le film Dunkerque de Christopher Nolan qui avait permis de remettre l'opération Dynamo sur le devant de la scène. La ville de Dunkerque avait dans la foulée installé plusieurs panneaux pour revenir sur cet épisode douloureux de la Seconde Guerre mondiale. Toujours sur le littoral, des panneaux retraçant l'histoire des villes se multiplient, comme par exemple dans le centre-ville ou sur la plage du Portel, près de Boulogne-sur-Mer. Louis Caillé. L'histoire du Portel, c'est l'histoire singulière d'une ville, ou plutôt de deux villes, celle d'Outreau et celle de son port. Sur les chemins des Andes, il s'en va chantant. En 1853, un décret impérial de Napoléon III donne au petit port d'Outreau son indépendance pour devenir le Portel. Aujourd'hui, la ville reste marquée par son histoire militaire et sa tradition maritime imprégnée de religion. Ancien retraité de l'éducation nationale et passionné d'histoire, Lionel Leprêtre a souhaité mettre en avant sa ville à travers 9 lutrins répartis sur toute la commune. Son travail depuis 30 ans, fouillé dans les archives régionales avec ses amis du Cercle historique portelois et l'association de sauvegarde du Fort de l'Eure. Son ambition, faire découvrir, redécouvrir la ville à ses habitants, aux jeunes et aux estivants. Disons, on va un peu plus loin dans la connaissance. Beaucoup de Portelois sont ravis d'avoir des renseignements complémentaires, par exemple sur le Fort de l'Eure. Là, ici, on a l'histoire du Fort de l'Eure. On a le Fort de l'Eure en 1875, on l'a en 1900, 1930 et après la guerre en 1950. Et on peut voir les démolitions successives et son histoire. Bon, certains la connaissaient sommairement, mais on a voulu la retracer plus dans les détails. Pour aller plus loin dans la découverte de la ville, chaque lutrin dispose d'un QR code pour accéder à des informations complémentaires. Alors, ce QR code permet d'accéder à Internet et il permet d'accéder sur le site de la ville. Alors nous ne l'avons pas encore alimenté, mais nous allons le faire durant toute l'année. Nous allons installer sur ce QR code 8 fichiers qui correspondront chacun à un lutrin et qui permettront d'avoir des renseignements supplémentaires et des photos supplémentaires. Nous ne pouvions pas tout mettre sur un seul panneau, donc le complément sera mis sur Internet. Point de départ de cette visite, l'office de tourisme, puis direction l'hôtel de ville, l'église, le jardin public et enfin le front de mer. Et si vous croisez Lionel Leprêtre dans les rues du Portel, n'hésitez pas à lui poser des questions. Il est intarissable sur l'histoire de sa ville et vous la racontera à grands coups d'anecdotes. Le tourisme, justement, et des chiffres qui frisent l'excellence pour le mois de juillet dans les Hauts-de-France. Un premier bilan, donc, tiré cet été pour ce premier mois de vacances scolaires. On s'attendait pourtant à un été difficile, avec des vacances tardives pour les écoliers, ou une Coupe du Monde qui était censée retarder les départs, mais ça ne s'est pas vérifié. Pour preuve, dans les Hauts-de-France, le mois dernier, 71% des logements ont été occupés, et 78% même sur le littoral, soit 30 points de mieux que l'année passée. Une bonne nouvelle donc pour les professionnels du tourisme. Du côté des visiteurs, eh bien, ils sont à 66% français venus de la région ou alors d'Île-de-France, de l'Est, de Normandie et de Bretagne. Les 34% restants venant soit de pays frontaliers comme l'Angleterre ou la Belgique ou de l'autre bout du monde. Canadiens, Australiens et Néo-Zélandais auraient été conquis par la région pendant les récentes cérémonies du centenaire de la guerre 14-18. Pour parler de ces excellents résultats, nous avions reçu sur ce plateau Frédéric Le Turc, le président du comité régional du tourisme des Hauts-de-France. À quoi c'est dû ? Certainement, en fait, les chaleurs, la canicule, le fait que les Français, les étrangers recherchent aussi à respirer. Et notre région, en fait, elle a la chance d'offrir beaucoup d'espace de respiration. On n'est pas en fait avec sa petite serviette et ses quelques mètres carrés de sable à essayer de négocier comment on va se comporter vis-à-vis du voisin. On respire ici. Et puis deuxième chose, je pense qu'il y a aussi en fait une nouvelle ambiance, de nouvelles recherches en matière de tourisme, et que la région Hauts-de-France, elle est plutôt bien située en Europe. Et puis c'est une région qui a été sous les projecteurs avec la séquence mémoire 14-18. Le centenaire a fait énormément de bien à la région de France.
Direction Lille maintenant, où l'Orchestre français des jeunes a élu domicile pour ses répétitions et pour plusieurs concerts qu'ils donneront en cette deuxième quinzaine d'août. Ils sont entre 50 et 100 jeunes musiciens issus de formations différentes et tous ont pour mission de faire découvrir et aimer la musique classique. Mission pas forcément aisée, puisque s'ils joueront des concerts ouverts au plus grand public à la gare Saint-Sauveur le 22 août par exemple, ils se produiront aussi au CHU ou à la prison de Sequedin. Toutes les dates sont d'ailleurs disponibles sur leur site internet ofj.fr ou nos pages Facebook. Cet orchestre, créé par le ministère de la Culture en 1982, bénéficie d'un partenariat avec la région mais aussi avec la ville de Lille. Grâce à ce partenariat, il répète dans des salles comme le Nouveau Siècle ou au Conservatoire de Lille et c'est dans ce dernier qu'Auban Lemaire les a rencontrés. Les jeunes musiciens qui font partie de l'orchestre sont recrutés sur audition chaque année dans toute la France. C'est un concours où on a entre 600 et 700 candidats chaque année et sur ces 600-700 candidats, on en garde une petite centaine. Il y en a quelques-uns qui reviennent, il y a aussi quelques étrangers qui viennent dans le cadre d'échanges européens, des sortes d'Erasmus orchestraux. Et en fait, un musicien qui vient participer, qui a été sélectionné, un musicien qui a été sélectionné peut participer aux 2 sessions de l'été et de l'hiver. Et puis on termine en parlant d'un animal nuisible de la région, le rat musqué. Chaque jour, des piégeurs tentent de capturer le plus possible de ces animaux. Certains agriculteurs optent soit pour le grillage électrique ou le tir à la carabine, mais une dernière option, trop compliquée car excessivement matinale. Les maraîchers du marais de Saint-Omer, très touchés, demandent le retour de l'autorisation du piège chimique, la seule solution efficace selon eux, mais qui a été interdite en 2009 par l'Europe. Selon les chiffres de ces maraîchers, 10% de chaque parcelle serait ravagée par les rats musqués, soit 140 000 têtes de chou-fleurs perdues. Les maraîchers sont à bout, comme l'a constaté Louis Caillet. Ici, sur la parcelle, en moyenne, je suis à 10%, tranquille, touché par les rats. C'est une dizaine de pourcents. 10 à 15% là. Et c'est toutes les parcelles pareilles. Donc vous comptez 10%. Un producteur qui travaille sur 15 hectares, ça fait la valeur de 1,5 hectare qui plante, qui travaille, qui met l'engrais. On a du personnel, bien sûr, qu'on est sûr de ne pas récolter. Ça peut pas, on ne peut pas continuer d'accepter ça. Comme moi par exemple, à chaque mois j'ai 6 fiches de paye à faire. Si je n'arrive pas à récolter, si j'arrive pas à vendre mes légumes, comment je fais? Qu'est-ce que je fais avec mon personnel? Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.